Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue ce 10h midi avec, comme tous les jours, à 11h moins le quart, les débats avec aujourd'hui Rani Slimane. Bonjour, militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Fanta Berreté, bonjour, vous êtes député Renaissance de Paris. Bonjour Valérie. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins et également le vendredi, décidément, quel CV, entre 12h et 13h en lieu et place d'André Berkoff. Bonjour. Bonjour. En ce moment même sont célébrées les obsèques de Dominique Bernard, cet enseignant assassiné. On a envie de dire un enseignant de plus que Enfin, va-t-on s'en souvenir et surtout qu'est-ce qui va changer? On avait dit après Samuel Paty que plus jamais ça. Eh bien, si encore un enseignement a été assassiné, 84% des Français sont inquiets. Et puis de plus en plus de menaces, d'alerte à la bombe. Sommes-nous impuissants face au terrorisme? On y revient. On va parler de tous ces sujets avec vous et surtout vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va peut-être commencer avec vous, Fanta. C'est un coup de cœur pour le pacte des premiers pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je voulais commencer quand même en douceur parce que c'est vrai que la période est assez complexe. Donc le pacte des premiers pas, donc c'est un plan qui a été lancé par Aurore Bergé mardi dernier, qui a vocation, vous le savez, dans un certain nombre de Français ont des difficultés à finir le mois, et notamment quand ils ont des enfants, parce que les couches, parce que le lait infantile coûte cher. Donc en fait, dans le cadre de ce plan, Aurore a proposé 6 millions d'euros aux associations. Aurore Bergé, 6 millions d'euros aux associations afin qu'elles puissent donc justement venir en aide à ces familles, et également avec une solidarité avec un certain nombre de grandes entreprises qui ont vocation à distribuer 11 millions d'euros en valeur faciale de produits. Donc je pense que c'est important d'en parler parce que souvent les gens ne savent pas. Ils se terrent chez eux et ne font pas le pas. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, n'hésitez pas. Les associations, on les connaît, les grandes associations, mais je pense également aussi à toutes ces villes de France ou plus petites villes de France où il y a des mini-associations qui sont là pour faire du lien avec les gens, et elles seront chargées de redistribuer l'ensemble de ces produits. Et nous le savons, quand les Restos du Cœur font leur campagne, bien souvent ils nous disent dans les médias, nous n'avons pas assez de couches de lait, etc. Donc nous ne devons pas laisser ces enfants dans cette situation. L'État est là, les associations sont là, donc j'espère que cet appel sera entendu, et je pense qu'il est primordial de le diffuser afin que ces familles-là puissent subvenir à l'ensemble des besoins si importants pour nos tout-petits. Oui, mais plein de choses sont annoncées, me disent des auditeurs, et en général, c'est abandonné en cours de route. J'ai entendu aussi, il y a un sujet qui fait polémique sur le fait que, je crois que c'est Aurore Bergé qui veut, non, c'est Prisca Thévenot qui veut aller chercher sur les comptes inactifs, ponctionner sur les comptes inactifs pour alimenter justement un certain nombre d'associations. Effectivement, la question des associations, moi, je suis élue à Paris, donc dans le 15e arrondissement, on a 10 000 associations, 5 000 qui sont très actives. Aujourd'hui, elles ont besoin de fonds. Donc moi, j'ai envie de vous dire que la captation des fonds sur des comptes qui sont inutilisés, pour lesquels chaque Français concerné a reçu des relances pour récupérer son argent, en fait, il faut en faire quelque chose. Les associations, c'est le dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'il y a l'action de l'État, il y a ce que, en tant que citoyens, nous pouvons faire, mais aujourd'hui, elles sont primordiales dans tous les écosystèmes, et je trouve que c'est normal, et Prisca Thévenot a raison, il faut trouver les solutions là où elles sont. Cet argent dort pour rien dans un certain nombre de banques, et donc autant l'utiliser à bon escient. Alexis ? Sur les associations, oui, clairement, on se rappelle tous de l'appel à l'aide des Restos du Cœur et des autres associations. Il y a aussi une question sur les fonds européens. On a appris récemment qu'il y avait plus de 60 millions d'euros, je crois, qui étaient volatilisés, et qui, s'ils n'étaient pas utilisés, et je crois que ça pourrait être clairement utilisé pour les associations. Mais ça pose un problème plus vaste la question de la paupérisation. Il y a eu un rapport aussi récent sur plus de 3000 enfants qui sont à la rue. C'est
quand même grave de voir l'état de la société, de voir la difficulté qu'ont les Français à joindre les deux bouts, même avec un travail. On parle pas là de minima sociaux. Et les associations, à un moment, ne peuvent pas se substituer à un travail qui paye correctement, enfin, à une vie où on peut se loger, se nourrir et assurer un avenir pour ses enfants. Donc c'est assez inquiétant de voir la place grandissante que prennent les associations, même si elles sont nécessaires. Ça pose la question en fait du modèle social. Oui, du modèle social. Alexis, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Moi, c'était un coup de cœur qui va se transformer en coup de gueule. Ouais, non, c'était pas ça. C'était une question. Enfin, on voulait parler de Elisabeth Borne qui a annoncé de lancer un débat sur Israël-Palestine à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, je sais pas si ça va changer quoi que ce soit au Proche-Orient. Malheureusement, non. Mais le problème du débat, c'est que ça risque de rajouter un peu d'huile sur le feu. Je veux rappeler qu'au mois de mai, quand même, il y avait le groupe communiste qui voulait faire voter un texte sur l'État d'Israël comme étant un État d'apartheid. Ça avait déjà beaucoup divisé à l'époque. Donc si on relance un débat aujourd'hui, est-ce que le groupe communiste et les élus de gauche vont être sur la même ligne? Enfin, il y a un risque, je trouve, de lancer de l'huile sur le feu aujourd'hui, de faire un débat sur cette situation. Alors si c'est pour évidemment redire la position française et clarifier aussi la position française à la fois diplomatique, mais sur le soutien à Israël et sur aussi le soutien pour l'aide aux Palestiniens. Enfin, je pense que c'est pas forcément une idée. Ça aurait été mieux d'avoir un débat sur le budget plutôt que de passer par 49.3. Voilà mon idée. Ouais, une réaction. Non, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir en France de débat sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire ceux qui veulent nous censurer, en fait, ce sont les islamistes. Et si finalement on décide de ne plus parler de ça parce que de peur de jeter de l'huile sur le feu, on leur donne raison. Il y a dans le champ politique depuis quelques jours des propos qui sont inacceptables. Madame Obono qui nous parle du Hamas comme étant un mouvement de résistance, c'est une honte. Monsieur Mélenchon qui jette de l'huile sur le feu. Il est bon qu'il y ait un débat pour condamner cela. Et je crois que la communauté juive qui est aujourd'hui de plus en plus persécutée en a besoin. Mais je parlais pas de ça. Je parlais justement du débat qu'il y avait en mai où le groupe Parti communiste voulait faire d'Israël un apartheid. Qu'on les entende et qu'on voit qui est qui. Ça, c'est important dans une démocratie. Sur le feu. Là, vous avez un communiqué de presse de la France Insoumise ce matin parce qu'il y a des menaces de mort sur les élus insoumis et pas que d'ailleurs. Il y a eu une permanence du Parti communiste qui a été saccagée en Bretagne. Enfin, le climat est délétère. De part et d'autre. Le climat est absolument terrifiant. C'est délétère. Donc, il y a, sans compter les gens qui sont déjà sous protection policière, qui doivent se cacher parce que justement ils prennent la parole. Je sais pas où vous en êtes. Et donc la solution, c'est de se taire. La solution. Quel débat? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être que Madame. Alors moi, j'ai pas d'informations complémentaires là-dessus. Par contre, en tant que parlementaire, je trouve que c'est bien qu'on puisse prendre le temps de débattre avec. Donc, quand c'est dans ce cas-là qu'on a ce type de journée, donc on a un ordre du jour, donc avec des sujets. Moi, en tant que, j'ai envie de vous parler de mon expérience de maman, parce que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la réaction des jeunes. C'est-à-dire qu'on apprend un certain nombre de choses à l'école. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de vidéos qui tournent sans cesse et qui font que nos jeunes, en fait, sont soit tout blanc, soit tout noir. La variation, c'est-à-dire la nuance, en fait, elle est difficile à capter, et je pense que le fait qu'on puisse en parler au Sénat, à l'Assemblée nationale, va aussi permettre de mettre certains mots et faire en sorte que certains groupes aussi sortent véritablement de là où ils sont cachés et puissent nous exprimer ce qu'ils pensent réellement par rapport à la situation que nous traversons. Donc je pense qu'on doit pouvoir en parler, et je pense que on doit pouvoir parler et des Israéliens et des Palestiniens et de la position française qui suit toute la question diplomatique afin de trouver un équilibre qu'on n'a pas trouvé malheureusement depuis des dizaines d'années. Mais là, nous sommes véritablement au croisement de l'histoire, et je pense que nous devons prendre en main cette question véritablement. Petite pause, c'est l'heure des infos, et on se retrouve après. Vous aurez la parole. Vous n'êtes pas censuré, Rani, dans un instant sur le sujet. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour la suite des débats. Je vous rappelle que nous commençons à 10h45 cette année et ravi de vous accueillir à nouveau. Rani Slimane, militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Fanta Berreté, député Renaissance de Paris. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les jeudis matins comme éditorialiste politique dans le Grand Matin, et puis également le vendredi entre 12h et 13h. On va continuer notre tour de table. On va évidemment revenir sur le climat de peur qui s'installe en France, les menaces du Hamas qui annonce une journée noire contre Israël demain, et puis la lutte contre le terrorisme où on se sent impuissant. Et puis il faut parler des enseignants, puisqu'aujourd'hui et en ce moment même se déroulent les obsèques de Dominique Bernard, assassiné la semaine dernière. Donc on va reparler de tout ça avec vous, Rani. Donc on était sur le débat. Je ne sais pas si on continue là-dessus. Le débat à l'Assemblée, utile, pas utile sur le sujet. Moi, ce que je sais, moi je viens de l'éducation populaire, et il y a quelque chose que je sais quand on lance un débat, c'est qu'il faut un cadre, il faut un objectif, et il faut bien identifier où est-ce que on veut aller. Pas de donner la réponse finale au débat, mais au moins de savoir où se projette le débat. Et chose que je vois à l'Assemblée nationale, c'est que des fois, c'est pas très cadré. Et je pense que dans ce cas-là, effectivement, ce genre de débat qui ne servirait à rien, dans le sens où c'est pas que parler avec les gens, ça ne sert à rien. C'est que il n'y ait pas un objectif précis, un endroit où on veut aller, où voilà, on se dit, on va parler par exemple typiquement de la position de la France, qui peut être un débat cadré, et pas de la situation en ce moment, c'est pas un débat, ça. C'est la foire aux idées. Donc moi, je suis pas de souci pour le débat, juste un ordre du jour clair. En même temps, il faut dire les choses. Pourquoi ce n'est pas cadré? Ce n'est pas le fait des députés de la majorité, ce n'est pas le fait des députés LR, ce n'est pas le fait des députés Rassemblement National, c'est le fait des députés, c'est le fait des députés insoumis qui depuis le début font n'importe quoi, invectivent les autres et font le show dans une institution qui devrait ça fait 150 ans qu'on s'est victime. Le problème aujourd'hui, c'est l'extrême gauche. Ça a été prouvé, reprouvé. Vous avez des archives. Vous n'avez pas de chance parce qu'à l'Assemblée nationale, vous savez, Madame la députée, chaque mot est consigné. Il y avait dans le passé, parce qu'il y avait une fois une polémique autour de ça. Donc du coup, par curiosité, je suis allé voir ce qui se disait à l'époque. Mais il y avait des choses pires que maintenant. Donc il faut arrêter. Maurice Thorez, le verbe haut, et pareil à droite. Vous aviez des gens qui étaient qui savaient l'institution, ce qui mais ça ne veut rien dire respecter l'institution. La question c'est, vous avez dit propagande. On a affaire à de la propagande. On parlait de propagande, on a affaire à de la propagande. Bravo. Non. La propagande d'extrême gauche. D'accord. Monsieur Bossuet, vous me traitez de propagandiste. Oui. C'est quoi votre travail? Vous êtes instituteur? Non, je suis professeur d'histoire-géographie. Excusez-moi, oui, c'est sympa pour vos collègues instituteurs. Pas du tout. Je vous dis la vérité. Vous passez votre journée normalement à éduquer des enfants. Or, je vois votre tête sur tous les plateaux télé. Et vous me traitez moi de propagandiste. C'est votre boulot de passer à la télé et de marteler les mêmes messages. Non, c'est pas mon boulot. Je suis d'abord professeur d'histoire-géographie. Je n'ai aucun. Bon, je vais pas faire comme Madame Spinner parce que ça va se terminer comme ça. Vous allez faire quoi? Allez. Voilà, je m'en vais. Bonne journée, monsieur. Non, restez, Kevin. Je ne parle pas avec cet individu. Moi, je parle avec vous. Au revoir. Bon. À bientôt. À bientôt, monsieur Bossuet. J'espère vous croiser sur un autre plateau. Il n'y avait rien de grave là. Mais non. Bon. Non, il n'y a aucun souci. C'est celui qui s'énerve qui perd dans un débat. Mais il ne veut pas s'énerver. Non, mais du propagandiste, il n'est pas propagandiste non plus. Il a dit que je l'étais, vous le pensez? Non, mais bon, vous êtes militant. Pour moi, on était dans le débat, mais ce que je retiens, moi, je suis assez d'accord sur le cadre. Je trouve que c'est important et l'objectif. Ce que je peux vous dire de mon expérience sur ces journées-là, c'est que effectivement, on a un cadre. Donc, les points sont mentionnés à l'avance. C'est vrai qu'en fait, après, une fois qu'on prend la parole dans l'hémicycle, la question, c'est que, la passion, je veux dire la passion, pour faire court. Mais c'est vrai que on va sur d'autres sujets. Donc là, je pense que c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, pour moi, on est au croisement de l'histoire et on a une responsabilité, notamment, je pense à nos jeunes, parce que je sens que vraiment la prise est difficile, que ce soit dans une classe d'école, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos universités, et que on s'honorerait
en fait de véritablement suivre donc ce débat avec beaucoup de précision, avec essayer de se calmer tous les uns et les autres et d'apporter en fait aux Français en fin de journée et éventuellement d'arriver aussi à faire des propositions qui peuvent venir aussi renforcer un certain nombre de plans qui sont pris en charge par nos ministres. Je pense notamment à Gabriel Attal et à ce qui est en train de se passer au sein de l'éducation nationale. Oui, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué quand on voit qu'il y a la Ligue des droits de l'homme qui dénonce le fait que certaines associations soient privées de leurs subventions, en particulier dans le basket. Il y avait eu un article très intéressant dans le Figaro il y a une semaine et ça n'a pas pu être repris puisqu'il y a eu cette actualité tragique. Mais de nombreux clubs de basket vont voir leurs subventions suspendues par la région Île-de-France pour non-interdiction du port du voile pendant les compétitions, une décision discriminatoire qui empêche de nombreuses femmes d'avoir accès à ce sport. Donc on en est là à voir la Ligue des droits de l'homme qui s'insurge en ce moment sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'étais pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a le Figaro avait la semaine dernière publié une enquête en montrant que les clubs de basket étaient de plus en plus perturbés, on va dire, ou en tout cas soumis à une poussée du port du voile dans les clubs de basket féminins. Les joueuses qui porteraient le voile pendant les matchs, c'est ça. Donc il y a eu des décisions qui ont été prises pour retirer les subventions à ces clubs. Moi, je pense qu'en tout, les punitions collectives, c'est jamais utile, c'est jamais intelligent. Je vais pas tirer la corde jusqu'à ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, mais on voit bien que les punitions collectives, c'est vraiment la source de l'injustice dans tous les cas de figure. Vous pouvez pas, vous pouvez pas accepter que des joueuses viennent jouer avec un voile. Mais par exemple, je sais pas, imaginez que votre fils ou votre fille elle viennent jouer, ils ont pas le voile, ils sont sanctionnés, le club est sanctionné, tout le monde est sanctionné. Non, mais c'est l'inverse là, c'est l'inverse. Oui, mais pour celles qui ne portent pas le voile, il y a un moment, il faut prendre sa responsabilité. Le club décide de. Je partage pas votre opinion. Je pense que c'est-à-dire qu'on doit autoriser le voile sur les terrains de basket. Moi, je pense qu'on ne fait pas de punition collective. C'était mon propos. On fait pas de punition collective dans un club. On fait quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais pas de punition collective. Je pense que pour sur l'abaya, par exemple, effectivement, on en a parlé, surparlé pendant des jours. Le résultat, c'est qu'en fait, sur tous les signalements qu'il y avait, il y a eu ce temps d'échange aussi qui était important entre les parents, avec les élèves concernés et avec l'institution. Et de mémoire, au dernier relevé, on avait 69 cas qui restaient sans réponse, c'est-à-dire 69 cas considérés comme durs. Je vous avouerai que j'ai pas suivi ensuite sur un phénomène où on nous pointait des milliers de cas au démarrage. Donc je pense que sur les clubs de basket, la ministre s'était exprimée d'ailleurs, donc la ministre des Sports, s'était exprimée sur le port du voile et avait été revenue sur les principes de laïcité. Moi, ce qui m'intéresse dans la décision qui a été prise par Valérie Pécresse et concernant les subventions, c'est est-ce que il y a eu des réunions intermédiaires, est-ce qu'on a échangé avec les associations et est-ce qu'on a trouvé le moyen d'aller parler aux parents de ces jeunes femmes, pour leur expliquer que malheureusement ou heureusement, en fait, pas de port de voile. Et c'est vrai que priver toute une équipe ou tout un club de subventions, ça reste compliqué. Donc moi, c'est vraiment, j'ai pas le détail de cette affaire, c'est une victoire de l'entrisme islamiste. Je veux dire, c'est aussi ça. C'est eux qui ont cette victoire quelque part. Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler. Comment c'est eux qui gagnent, puisque vous dites il faut laisser, il faut pas punir tout le club. Donc si on punit pas tout le club, on fait quoi? Ce que vous faites, c'est un faux dilemme. Quand vous dites si on fait pas de club, on fait rien. C'est pas la même chose de dire on ne fait pas de punition collective et on voit ce qui peut se passer pour que entre guillemets on puisse amener. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est clair, c'est que la loi doit être respectée. C'est un principe de base, c'est ça le rappeler. La loi n'est pas respectée, donc on ne sanctionne pas ceux qui n'ont pas. On ne donne pas de subvention. Ce sont les clubs. Ah là, on parle de la question de la responsabilité. Ce sont les clubs qui décident d'autoriser les femmes à venir voiler. Donc, à partir du moment où elles prennent cette décision-là, on peut imaginer que les municipalités qui attribuent les subventions décident de ne pas donner de subventions.
Moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on partage un peu tous cette opinion. Moi, c'est le détail, c'est comment on arrive à cette décision. Parce que là, c'est un peu brut, on arrive, c'est la conclusion, il y a plus de subventions. Donc, je suis d'accord avec Madame vous vouliez revenir, vous, Rani, sur l'affaire Benzema. Donc, je rappelle le contexte. Gérald Darmanin, sur CNews, a affirmé Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Donc, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste. On va y revenir dans un instant parce que c'est l'heure du journal. Pas du journal de la pub, mais vous aurez la parole dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors Rani, vous vouliez revenir donc sur les déclarations du ministre de l'Intérieur et la réaction de Karim Benzema. Alors, ça serait vraiment démagogue de ma part de ne me focaliser que sur Monsieur Darmanin. Parce que cette histoire, ça révèle quelque chose. C'est la nullité, excusez-moi de le dire en présence de Madame la députée, mais d'une grande partie, j'allais dire l'ensemble, d'une grande partie de la classe politique. En effet, il y a Monsieur Darmanin qui a dit que Monsieur Benzema avait des liens établis avec les frères musulmans. Derrière, il y a la sénatrice LR, Madame Boyer, qui a demandé la déchéance de nationalité et de retirer le ballon d'or à Karim Benzema. Faut savoir que ce matin, je suis allé sur Twitter, elle avait retiré son tweet. Ah, quand même. Oui. Derrière, il y a le cabinet de Monsieur Darmanin qui pédale dans la semoule et qui explique que non, mais en fait, c'est que Monsieur Benzema, en fait, sur ses réseaux sociaux, il montre des fois qu'il fait la prière, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Bon, moi, je vais faciliter les autorités. Venez me chercher moi, parce que moi, il se trouve que je suis musulman et que je fais ça aussi. Donc, c'est quoi le souci en vrai? Et je fais même pire. Vous vous rendez compte, moi, dans le métro, je laisse la place aux personnes âgées et de temps en temps, je donne de l'argent aux pauvres. Donc, en fait, on voit à quel point, je le prends à l'ironie et au ridicule parce qu'on est dans une situation qui est vraiment complexe, on vient de le voir à l'instant, émotive, éruptive, et je pense que vraiment, ça c'était vraiment rajouter quelque chose qui ne sert à rien. Donc, mais je veux pas aussi défausser l'antériorité de ce débat, parce que il y a aussi un mouvement politique qui est aussi un peu responsable, notamment sur le fait que Madame Boyer a pu se permettre de demander la déchéance de nationalité d'un compatriote, parce que Benzema ou Tartampion, pour moi c'est pareil, c'est un compatriote, et ça, on remerciera jamais assez le Parti socialiste, la gauche, d'avoir mis ce débat à l'époque sur les tablettes. Donc, conclusion, si vous êtes un politique en manque d'idées en ce moment, vous prenez un musulman, un arabe qui dépasse et vous lui tapez dessus et ça marche. Vous pensez vraiment que le ministre de l'Intérieur oserait ses affirmations s'il n'avait pas des éléments? Moi, j'ai trouvé que l'avocat de Karim Benzema que j'ai entendu ce matin pataugeait un peu dans la semoule. C'est-à-dire que on va rappeler les déclarations de Gérald Darmanin avec les supporters anglais au Stade de France. Sûr. Je crois que Gérald Darmanin, il n'est pas un mensonge près. Donc, qui disent que tout le monde, c'est de notoriété publique. Évidemment, si vous allez sur le compte X Twitter de Karim Benzema, c'est le pèlerinage à la Mecque, la prière, etc. Donc, c'est du prosélytisme. Et c'est aussi du prosélytisme pour l'Arabie Saoudite puisqu'il habite là-bas maintenant. Donc oui, il y a foot et prosélytisme, mais c'est pas. Est-ce que derrière il a une information à ce moment-là qui dise nos services sont au courant de la proximité de ce joueur? Voilà, c'est autre chose. Mais Eric Cantona a fait lui aussi une déclaration publique en soutien de la Palestine. Personne n'a dit qu'il fallait retirer à Eric Cantona sa nationalité française, etc. Donc il y a là quand même quelque chose à voir avec la religion de Karim Benzema et son nom aussi. J'attends la plainte. On a dit qu'il allait peut-être déposer plainte. Peut-être. Je pense qu'il ne déposera pas plainte. À propos de ça, vous avez, à contrario, le joueur de Nice, Youssef Attal, qui a été suspendu, qui lui avait fait retweeter un prédicateur qui revendiquait l'attentat de Bruxelles. C'est très grave. Ce qui pose la question de pourquoi, lorsqu'il y a véritablement quelque chose de pénalement répréhensible, on ne le souligne pas et on souligne quelque chose qui n'est pas. Je rappelle que la loi de laïcité de notre pays garantit le culte, garantit même si imaginons qu'il fait du prosélytisme. La loi de 1905 garantit ça. C'est notre liberté à tous de croire
ou de ne pas croire. Et moi, en tout cas, Madame Roailly, qui était pour une proposition de loi, moi, je me demande pourquoi elle ferait pas une proposition de loi qui empêcherait les élus de réclamer une faveur sexuelle en échange d'un appartement. Ça serait une loi intéressante. Je rappelle qu'il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu. Oh, j'ai rien dit. Moi, je propose juste une loi comme ça. Quentin ? Moi, là-dessus, moi, ce qui m'interroge, c'est ce que représentent ces stars du foot, du sport, etc. et l'impact de leurs paroles, en fait. C'est véritablement ça, au-delà des réactions des uns et des autres. Donc voilà. Donc Karim Benzema a grandi à Bron. Moi, je suis de Bron à l'origine. Donc mes frères jouaient sur ce terrain-là avec l'ensemble des petits. Et c'est vrai que même quand aujourd'hui je vais voir mes parents, il y a cette ferveur. Il représente véritablement quelque chose. Quand il arrive avec sa voiture, en fait, c'est toute une ville qui est derrière. Derrière quelqu'un qui a réussi. Donc en fait, c'est ce poids à l'aune des réseaux sociaux. Est-ce que moi, par exemple, en tant que député, ma parole, en fait, on se sent obligé de dire ça, c'est mon avis personnel, parce que c'est mon avis de député. Et donc, moi, j'ai entendu son avocat. Il n'a pas condamné. Il n'a pas condamné, mais il a le droit. Il a le droit de ne pas condamner. Et je pense qu'il y a cette question des. Là, on est dans le jugement moral absolu. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de répréhensible. Voilà. C'est qu'en fait, on lui reproche. En fait, on est à un stade où. Bien sûr, on peut reprocher la parole de quelqu'un, mais on peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir dit quelque chose. Enfin, sinon on tombe dans un apparemment. Il semblerait que oui. Mais faut pas jouer. Enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais il faut pas jouer faut pas jouer avec les mots ou la réalité. C'est-à-dire que si vous ne condamnez pas ce qui s'est passé en Israël samedi dernier, qui est une horreur, qui n'est pas juste, une attaque lambda, et que à contrario vous soutenez le Hamas. Vous prenez position. Il n'y a pas le Hamas. Et vous soutenez, c'est un lapsus terrible. Vous voyez, ce lapsus, il est révélateur. Et c'est pas spécialement vous, Valérie. C'est qu'on est à un stade, une époque, Palestine, Hamas, Israël, le gouvernement, les Israéliens, les Juifs, les musulmans, les Arabes, tout est mélangé, et moi, je pense qu'il faut se poser, il faut tranquillement revenir à la raison, et ça passe par ne pas commencer à aller chercher des poux à Karim Benzema, qui est franchement le non-problème de l'humanité. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, et je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, quand vous parlez de ceux qui ont la chance d'avoir une audience, un micro, comme nous, comme vous en particulier, vous les politiques, parce que vous avez un mandat, vous avez été élu, Karim Benzema, il est élu par personne. Bon, donc je pense qu'on... Il est ballon d'or quand même. Oui, c'est une fois. C'est pas faux. Mais je pense que les politiciens qui, eux, ont un mandat, ont plus de responsabilités encore sur leur parole qu'un sportif. Oui. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la démarche de Gérald Darmanin. Enfin, je la comprends. Si. Moi, je soupçonne qu'il y a une décision du Conseil d'État qui a cassé sa décision d'empêcher les manifestations en soutien à la paix et à la Palestine. Moi, je pense que c'était pour faire un contre-feu. Et les politiciens, les contre-feux, et de tous les partis, c'est quand même la règle. Quand on a une affaire qui ne nous arrange pas, on allume une autre histoire encore plus grosse. Je crois que c'était Charles Pasqua qui disait il a gagné une affaire. Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a eu un emballement sur les réseaux sociaux, et je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'a même plus du tout de recul. Il y a un tweet de quelqu'un, tout le monde s'emballe, etc. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est ces questions de déchéance de nationalité. Alors peut-être que certains diront que c'est parce que je viens du continent africain. Moi, comme Karim Benzema et comme d'autres, en fait, on est avant tout français. Moi, quand je vais dans mon pays, en fait, je suis la blanche. Donc, si jamais un jour, la République de Guinée, vraiment. Donc, en fait, mes racines sont ici. La République, j'y crois fort. Et comme toute cette génération, ces générations, en fait, d'enfants, de migrants. Donc, en fait, dès qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas dans le sens ou qui a une interprétation ou peu importe, en fait, on en revient, en fait, finalement, à ces Français de papier, la déchéance de nationalité. Ça fait mal à notre société. Et ça fait mal à notre jeunesse qui ne le comprend pas. Parce qu'il n'a pas les mêmes critères, en fait, ou les mêmes points de l'histoire, en fait. Et ça nous tue à petit feu. Et il faut faire attention. Moi, madame, pour aller dans votre sens, vous faites très bien de souligner la phrase de français de papier qui a été utilisée de manière indécente par madame Morano. Cette phrase, c'est une phrase à la base qui a été utilisée par un antisémite notoire pour parler des juifs à l'époque. Donc il y a une extension de la haine antisémite qui n'est pas supportable de notre pays.
il y a un moment, il va falloir vraiment revenir à raison. Et franchement, la majorité présidentielle s'honorerait à vraiment mettre au pilori cette question de déchéance de nationalité et de condamner vertement. Et comme vous avez le micro à l'Assemblée nationale, moi je vous invite à condamner elle est sénatrice, mais Madame Boyer pour la phrase qu'elle a dit, et notamment sur la déchéance de nationalité. On se retrouve dans un instant. On va parler de la peur des Français aujourd'hui, climat très instable et qui fait peur. On voit que 86% des Français ont peur des attentats. On est en alerte maximale. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Vous d'accord, Valérie Expert. En ce moment même, les obsèques de Dominique Bernard, cet enseignant assassiné en voulant défendre l'entrée du collège, l'entrée de son établissement à ce terroriste. Je pense qu'on ne peut pas le qualifier autrement ou présumer terroriste puisqu'il n'est pas encore jugé. Mais en tout cas, cet enseignant, une fois de plus, un enseignant qui paye de sa vie, sont assassinés parce qu'enseignant, assassiné parce que laïque, assassiné parce que français vraisemblablement aussi. On nous avait dit après Samuel Paty plus jamais ça, et force est de constater, alors c'est dommage que Kevin Bossuet soit parti, que c'est pas si simple que ça. J'entendais, je crois que c'était Monsieur Aubin qui avait fait ce rapport, qui disait qu'un enseignant sur 2 ne voulait pas enseigner dans un collège dont le nom serait Samuel Paty. 20% pratiquement des enseignants également souhaiteraient qu'on puisse porter l'abaya dans les écoles. Alexis Poulain, on voit que les choses sont compliquées, que les enseignants ont peur aujourd'hui. On en a autour de nous qui vont aujourd'hui travailler la peur au ventre. Mais évidemment, clairement, ce sont des cibles des organisations terroristes parce qu'ils diffusent un savoir, parce que ils sont aussi là pour éduquer, pour émanciper, et c'est horrible de voir finalement que il y a une faillite totale de l'État français par rapport aux enseignants. On leur demande trop. Je rappelle le cas Samuel Paty. Il y a eu le fonds Marianne qui a été monté à l'époque par Marlène Schiappa, de l'argent public évaporé qui était censé aider. Je rappelle aussi les brigades de la laïcité qui devaient être mis en place après Charlie Hebdo. Bon, encore un truc globalement, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de critiques aussi vis-à-vis des enseignants. On se rappelle bien sûr des dysfonctionnements au rectorat de Versailles, le pas de vague qui fait que l'enseignant est systématiquement lâché par sa hiérarchie. C'est insupportable. Et aujourd'hui, on a Dominique Bernard qui reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. Ça ne le ramènera pas à la vie. Ça ne fera pas avancer la cause des enseignants qui, je pense, malheureusement, aiment leur métier, mais ils vont avec la peur au ventre dorénavant. Et aussi avec la question de mais quel est mon métier finalement ? Qu'est-ce qu'on me demande ? Ils s'autocensurent pour beaucoup d'entre eux. Oui, parce que c'est Kevin nous disait hors antenne que c'était très compliqué d'enseigner la Shoah, qu'il faut le faire, qu'il faut expliquer les choses, mais avec beaucoup de pédagogie. C'est le métier. Mais pour le faire dans des bonnes conditions, il faudrait être assuré d'être protégé et couvert par sa hiérarchie en cas de risque, comme ça a été le cas à l'époque pour Samuel Paty, qui avait été lâché en race campagne. Donc c'est assez terrible. Puis après, évidemment, la question de la sécurisation des établissements. On va pas pouvoir être en vigilance orange plus rouge à vie devant les différentes écoles et particulièrement les écoles privées de confession juive ou d'autres religions. Oui, Fanta Berreté. Sur la question de la sécurité, moi j'étais en réunion hier avec Monsieur Attal. Donc il y a 100 millions d'euros. Alors évidemment, les gens disent vous répondez par des millions d'euros qui ont été mis en place et déployés depuis Samuel Paty pour la sécurisation des établissements. Et donc ça passe par les collectivités, bien entendu. Et là, Monsieur Attal précisait que du coup le temps était venu de l'audit aussi, parce que c'est vrai qu'entre l'argent qu'on met, on a parfois du mal à évaluer nos politiques publiques et ce qu'il en résulte.
adulte, c'est-à-dire en plus entre ces délais d'installation, etc. Donc chaque établissement va recevoir un questionnaire assez simple pour dire où j'en suis dans le déploiement de la sécurité. Après, moi, encore une fois, souvent je parle en tant que maman, c'est-à-dire que je me dis que le risque zéro n'existe malheureusement plus, ou pas, en tout cas. Et la question, c'est est-ce que l'État est en capacité, même en dehors de ces zones où on est en ultra-vigilance, de protéger autant que possible. Parce que quelqu'un qui a décidé d'aller tuer, moi je crois profondément qu'il peut le faire. Ma fille est allée faire hôtesse au Stade de France 2 soirs de suite. Je l'ai serrée avant qu'elle parte dans mes bras en me disant, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur pour cet enfant qui le fait depuis 1 an. J'ai peur qu'elle croise quelqu'un qui va ne pas juger, et se dire, j'y vais. Donc c'est ça, en fait, qui s'installe chez les Français. Donc quand ce sondage avait été lancé, 52% des Français de mémoire disaient en 2010 j'ai peur. Après les attentats de 2015, 93% des Français disaient avoir peur. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons peur. Donc nous devons être très clairs concernant nos écoles. Donc effectivement il y a un renforcement de la sécurité de tous. Et je pense que la vigilance, on doit tous être vigilants dans ces périodes-là et se dire mon prochain est à côté de moi et a un risque. Alors évidemment ce n'est pas rassurant. Mais malgré les 7000 militaires en plus un peu partout en France, malgré les 10 000 flics et gendarmes qui sont en ultra-vigilance en plus depuis des mois suite à tout ce que nous avons traversé, parce que c'est ça aussi la mandature précédente et c'est ça aussi cette mandature, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de semaine où nous ne sommes plus en alerte sur quelque chose. Donc ces flics sont aussi épuisés. Donc la question véritablement, c'est qu'on doit faire collectif et moi je crois que sur les enseignements, on doit résister parce que ce que nous apprenons à l'école, c'est ce qui nous permet ensuite de vivre en collectivité en France, mais aussi à travers le monde. Et je pourrais pas faire les annonces, mais Gabriel Attal disait également hier qu'il travaillait aussi avec un certain nombre de personnes sur comment en fait innover en termes de pédagogie pour faire passer les messages sur justement tous ces sujets qui semblent heurter en fait un certain nombre de nos enfants. Donc est-ce que innovation pédagogique nous devons avoir pour enseigner la Shoah? Est-ce que nous ne devons pas nous dire que le prof ne doit pas être seul et faire intervenir des experts, comme c'est fait dans certaines écoles qui viennent témoigner, etc. Donc il y a combien d'écoles en France? Exactement. Donc la réalité du terrain. Le problème, c'est vous avez au final un prof qui est seul face à des élèves et qui, quand il va remonter un incident, et il y en a eu pendant la minute de silence de lundi, par exemple, va peut-être qu'il y aura un suivi ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura un suivi. Aujourd'hui, oui, mais combien de non suivis Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on regarde devant. Même le suivi, qu'est-ce que vous pouvez contre un individu qui effectivement a décidé de passer à l'acte? Je parle des élèves qui, eux, vont empêcher le cours, qui vont avoir des discours dangereux, etc. On l'a évoqué hier, de les sortir et puis, d'expliquer les choses. Juste, je vous signale qu'il y a eu aujourd'hui encore l'aéroport de Nantes, les aéroports de Nantes, Bordeaux et Montpellier qui ont été évacués suite à des alertes à la bombe. 5 lycées à Toulouse, nous a dit ce matin Christine Bouillot. Je pense qu'on est parti dans un... C'est des fausses alertes à la bombe, oui, c'est des fausses. En plus, c'est des fausses alertes. Mais on ne peut pas prendre le risque. Non, quand vous avez un téléphone pour dire... bien sûr, vous avez le Louvre, vous avez Versailles qui sont régulièrement évacués, mais 84% des Français inquiets. Rani, qu'est-ce que... Moi, quelle réponse? Moi, j'ai pas besoin d'un sondage. Enfin, pour le coup, le sondage est dispensable pour ce goût-là. Je pense qu'on est tous pas bien, on est tous inquiets. Moi, j'en veux beaucoup quand même. Alexis Poulain l'a cité, mais moi, je pense que ce fonds Marianne, il aurait peut-être pu sauver des vies. Et s'il avait été utilisé à bon escient. En tout cas, peut-être, je sais pas. Mais moi, je pense qu'en tout cas, il y a une responsabilité morale et politique sur les gens qui ont préféré s'en mettre plein les poches sur un sujet aussi sérieux et qui a frappé notre pays avec la mort de Samuel Paty au préalable. J'en veux beaucoup aussi à certains politiques qui, au moment où ça se passe, essayent de briller et sortent une idée comme ça. Moi, il y a Carole Delga qui a dit qu'il fallait installer, que sa contribution c'était d'installer des téléphones dans les lycées. Ok, merci Carole. Ensuite, il y a
pareil, on sait que les services de sécurité, il y a ce terrorisme-là. Il y a une autre forme de terrorisme aussi, c'est le terrorisme d'extrême droite, d'après les spécialistes, qui commencent à élargir le spectre donc du terrorisme. Ce qui fait que, à mon avis, en termes de... Vous parliez d'audit, Madame la députée. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a assez de gens dans les services pour pouvoir traiter ces différentes formes de comment dirais-je, de terrorisme, de motivation terroriste en tout cas, notamment quand on sait que par exemple ça c'est autre chose, mais par exemple la police judiciaire a subi de larges coupes dans son fonctionnement et même quasiment menacé de disparition. Je me dis, est-ce que c'est la même chose ? La majorité qui a remis, en fait, de par les textes que nous avons votés, et je ne veux pas vous rappeler qui n'a pas voté ces textes-là, l'an dernier, qui a remis donc des plans pluriannuels de financement pour pouvoir recruter justement et avoir les effectifs nécessaires dans les différents services. Donc, notamment sur la police judiciaire, notamment sur nos magistrats, notamment sur nos policiers, notamment sur nos commissaires. Vous avez dans différentes villes de France des cérémonies pour l'arrivée de nouvelles promotions. Donc, moi, j'ai assisté aux 600 nouveaux invalides il y a quelques temps. Donc, en fait, c'est fait. Après, il y a la question de la vocation, mais ça sera le cadre d'une autre. Voilà. Donc, on le fait. Après, il y a la question de faire parler les différentes bases et les différents services aussi, parce que là, c'est la guerre aussi de l'information et de la donnée, en fait, qui est très dense. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a de grosses enveloppes qui sont prévues pour véritablement venir appuyer tout ce qui concerne la data. Et je voulais juste revenir sur le fonds Marianne. Effectivement, il y a l'affaire. Je pense que est-ce qu'on aurait pu éviter ou pas éviter ? Je pense qu'il y a quand même des actions qui ont été menées dans différents établissements de sensibilisation, de partage là-dessus. On a également des proviseurs d'école qui mènent des actions au quotidien parce qu'ils le voient, qu'ils sont dans un établissement où il y a 3-4 personnes qui sont donc à la marge, ou en tout cas ils ont cette impression-là, et je trouve que c'est important. Moi, j'ai fait la rentrée scolaire dans un établissement que je vais pas citer, et le proviseur m'avait demandé de parler expressément de laïcité et des valeurs de la République, en me disant j'ai l'impression qu'il y a un questionnement en fait de mes élèves et j'ai envie de voir où ils en sont, et comme vous êtes député, c'est plus simple en fait qu'un extérieur aussi vienne en parler pour que moi je puisse relever et voir le travail qu'on va avoir à faire pour nouer du lien avec ces élèves. Voilà, donc il y a des actions qui sont faites par les différents responsables, et je pense qu'aujourd'hui les réactions en tout cas de Gabriel Attal, je pense que ça va au-delà de l'annonce post-traumatique d'un événement qui est important. Il y a des choses qui sont faites, il y a des visions qui sont organisées avec les différents responsables, il y a des décisions qui sont parfois dures et qui sont commentées en plus par les uns et les autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le politique, à partir du moment de toute manière où il prend une décision, c'est vrai que je reprends la question de la Baïa, mais sur la Baïa, en fait tout le monde n'était pas derrière, c'est-à-dire qu'on a pendant des jours et des jours commenté la décision qui était attendue par de nombreux professionnels. Et qu'est-ce que disent les instituteurs aujourd'hui, ou les professeurs plutôt de collège? C'est au moins ça ne pèse pas que sur nous en fait, cette décision. Donc en fait il faut aussi laisser le politique déblayer et déployer un certain nombre de mesures, et je l'espère effectivement que les fonds que nous utilisons à l'heure actuelle vont véritablement servir le terrain et aider. Oui, mais moi je reviens, plus vous êtes parti sur les discours politiques, je reviens à des choses concrètes, et je fais un pas de côté sur les commissariats qui fonctionnent pas. Je jette pas la pierre aux policiers. Je veux vous dire, j'ai un proche une amie qui a porté plainte pour attouchement sur un mineur, petit enfant, il y a 1 mois. Pas de nouvelles, 0 appel, rien. On parle d'un prêtre qui aurait touché un enfant, rien. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que quand vous avez quelqu'un qui se fait fracturer sa voiture, à qui vous dites va porter plainte, mais ça sert à rien. Même les policiers eux-mêmes vous le disent. Donc on n'est plus dans un sentiment d'insécurité, on est dans un sentiment d'injustice totale. Valérie, et ça ne fonctionne pas. Moi j'ai des policiers qui me l'ont dit de vive voix, et des gendarmes. Ils doivent prioriser les affaires. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils l'ont dit, c'est exactement ça. Et ils ont dit c'est pas la mortalité infantile à l'hôpital aussi, c'est grave. On est passé en médecine de guerre à l'hôpital. Je pense que là c'est pareil pour les policiers. Et ils m'ont dit clairement, ils m'ont fait les atteintes aux biens. On s'en fout. Non, c'est pas on s'en fout. Non, c'est pas on s'en fout. C'est parce qu'on ne priorise pas. Les policiers s'en foutent pas. Ils disent on sait pas priorité. On est d'abord sur les attaques aux personnes. Il y a quelque chose qui est incroyable, parce que tout à l'heure vous avez parlé de ce que vous avez fait. Moi, je vous le maintiens, madame. J'ai discuté avec des gens de la police judiciaire. Ils ont été clairs.
ils sont mécontents de ce qu'a fait Monsieur Darmanin. Ils sont, c'est une quasi-suppression de la police judiciaire. Parce qu'il y a une doctrine, et il y a une cohérence, moi je la reconnais. C'est de dire, bon, les enquêtes longues, voilà, on va aller dans la rue, faire du pilonnage. Moi j'habite dans un quartier populaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas efficace. Le point de deal, vous venez, vous le ramassez, il se reconstitue 2 semaines après. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est l'emplacement. C'est comme un commerce, c'est un commerce. Donc, comme on le dit, l'emplacement, c'est le plus important. Donc, quand vous avez tout ça, ce faisceau, moi je pense, et je vous le dis en toute tranquillité, votre doctrine à la majorité sur les questions de sécurité n'est pas bonne. Il faut revenir à une doctrine posée, de présence, notamment pour de présence et pas de coups comme ça. Et surtout, comme l'a dit Valérie, en question, il faut augmenter, à mon avis, les moyens des policiers qui travaillent dans des conditions déplorables. Alors, demandez aux députés, donc, et les fils notamment. Moi, je demande pas. Mais notamment de baisser les budgets. Moi, je trouve que c'est inadmissible aujourd'hui d'avoir des députés qui ne sont en incapacité de se dire qu'on a des problèmes. Mais vos budgets partent dans du pilonnage, non, les budgets ne partent pas dans le pilonnage. On est les héritiers de situations d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Dans tous les Bercy refuse d'augmenter le nombre de fonctionnaires. On a augmenté le nombre de fonctionnaires. Ça, je ne peux pas vous laisser. Il le refuse. Je peux pas vous laisser. Les lignes de crédit sont là. Après, il y a la question de la vocation du recrutement. Et c'est différent. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous cherchions un sujet un peu sympa, mais on avoue qu'on n'en trouve pas. Les punaises de lit sont toujours là. On n'en parle plus. Le conflit continue en Ukraine. Continuons sur le climat de haine. On en parlait avec des signalements de part et d'autre. Jean-Luc Mélenchon a reçu des menaces de mort. De l'autre côté également, on a vu Florence Bergeau-Blaclair qui elle-même est menacée. Et la France Insoumise vient de publier un communiqué. Les campagnes de dénigrement alimentant la violence contre la France Insoumise doivent cesser. Ils sont diffusés dans des boucles publiques comme Brigade Juive, etc. Donc, je pense que côtés, ça part. Oui, je pense que de chaque côté, mais il y a mais ce sont des choses extrêmement violentes. Je vous racontais hors antenne, et ce que nous disait aussi Franck Tapiro hier, des simulations d'égorgement quand on croise un juif identifié comme tel dans la rue. Il y a eu des... je pense que c'était à Bordeaux, peut-être j'ai une bêtise, peut-être à Lyon, je ne sais plus. Il y a eu des collages, il y a écrit « Mort aux Arabes ». De l'autre côté, pareil, comme vous le venez de dire, avec la communauté juive qui est menacée. On est dans un climat qui est juste insupportable. Il faut un retour au calme général. Mais malheureusement, ça ne se décrète pas à un micro. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous avoue que je n'ai pas la baguette magique. Alexis, peut-être sur ce climat. Je pense, qui doivent être unanimes et de chaque côté. C'est-à-dire que c'est pas un camp contre un autre. C'est vraiment là. Mais c'est pas nouveau. Enfin, on parlait déjà de la violence vis-à-vis des élus. C'est un sujet grave de fond. Les nombreuses détériorations de permanence parlementaire. Les menaces de mort reçues par des députés à l'Assemblée nationale, maintenant les numéros de leaders politiques qui sont comme ça donnés en public pour. Enfin, il y a vraiment un climat délétère. Mais là, ça dépasse. Ça dépasse aussi les politiques. Là, on est aussi, on le voit sur les plateaux. Je vois en animation des plateaux de plus en plus difficiles à animer et clivants. Et parlons des réseaux sociaux. Enfin, la plateforme de signalement qui est débordée. Il y a je sais pas combien de signalements par jour de contenu d'apologie du terrorisme, antisémite, etc. Enfin, le climat est à l'affrontement, il est à la haine, et personne aujourd'hui n'a les mots, et même des mots seraient pas suffisants pour apaiser le débat public et dire on peut pas continuer comme ça. Là, et je pense d'ailleurs, c'est une erreur. D'ailleurs, heureusement que le Conseil d'État a invalidé cette décision d'interdire, par exemple, les manifestations pro-palestiniennes, parce que de toute façon, ces manifestants trouveront d'autres moyens de faire entendre leur voix. Et on peut ne pas être d'accord avec les gens, c'est la beauté de la démocratie, mais c'est pas la censure qui doit être dégainée en première chose. Et je pense que là, c'est ce qu'on disait sur le cadre du débat, la censure ne va faire qu'empirer les choses en réalité. Et c'est plutôt remettre de la liberté de parole, remettre de la liberté d'opinion et de dire vous pouvez discuter, et c'est la beauté démocratique d'être capable de discuter. Alors on voit comme les gens sont à cran. Kevin a quitté ce plateau pour rien, quasiment. Des sénatrices qui parlent de déchéance de nationalité pour des tweets de footballeurs. Enfin,
c'est délirant. Donc, à un moment, il y a une hystérie là qui est en train de s'installer, qui risque de créer d'autres drames. Et je ne sais pas qui aura les mots pour dire stop. Je pense que les mots ne suffiront hélas pas. On voit qu'à Berlin, 65 policiers ont été blessés lors d'une manifestation pro-palestinienne. On sent ce climat de tension extrême. Je pense que, vous allez dire que je suis peut-être simpliste, mais je pense que c'est le moment ou jamais aussi pour un certain nombre de familles, que la cellule familiale, elle est importante, je trouve. Et c'est vrai que parfois, les gens disent oui, mais c'est dépassé, etc. Je pense pas que ce soit dépassé. Je pense qu'en fait, il y a des discussions sérieuses à avoir en intergénérationnel au sein de nos cellules familiales. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même rapport à l'histoire, mais il faut que les mots sortent. Il faut que les parents puissent aussi donner du là. Voilà, donc il y a déjà ça. Moi, concernant j'ai un ami qui est pratiquant juif et qui me disait je me sens plus en sécurité en France, je vais partir. Et en fait, ça m'a heurté parce qu'il y a quelques années, en fait, on a assisté à une vague de départ vers Israël. Moi, je me suis sentie peinée parce que j'ai perdu un certain nombre de personnes que j'aimais. Bon, c'est pas loin, mais en fait, voilà, on les a plus au quotidien. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui travaille ici, qui a sa famille ici, qui a ses enfants, ses petits-enfants, qui m'écrit, je vais partir avec toute ma famille. Mais il me dit, finalement, je ne sais pas où. Parce que, effectivement, partout, le conflit, il est là. Il y a un sondage de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui constate que 89% des personnes juives dans 12 pays européens disent qu'elles ne se sentent plus en sécurité. Donc ça, c'est véritablement il y a une très forte montée de l'antisémitisme. Alors évidemment, moi, je porterai toujours, je suis un peu comme Rani, aussi la question de l'autre côté. Si je parle de ça, je dis pas qu'il faut oublier le reste, mais ça, c'est important et ça, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que ces mamans ou ces papas laissent leurs enfants aller à l'école avec le ventre qui n'en peut plus de souffrir, Donc, nous devons trouver des solutions. La solution politique ne peut pas tout régler. C'est pour ça que je parle du dialogue dans les cellules familiales, que je parle de dialogue aussi avec les associations. On en parlait en début d'émission. On a ces associations de terrain qui vont devoir aussi faire ce dernier kilomètre pour aussi raconter l'histoire et dire à ces jeunes aussi voilà ce qu'il se passe et voilà pourquoi c'est important et voilà vers où nous devons essayer et tendre d'aller et nous devons vivre tous ensemble. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et le plus grand danger... sont des mots, en vérité, vous le savez bien. Vous savez bien que mais il y a la force des mots. Il y a la force des mots, il y a décision de justice pour ceux qui sont signalés et on a voté la semaine dernière une loi concernant justement les plateformes numériques sur lesquelles encore un certain nombre de députés n'étaient pas en phase pour protéger notamment les plus petits. Donc je pense qu'il y a la réponse politique. Il y a ce que nous devons faire à l'intérieur de la famille parce que ça a été oublié et que les réseaux sociaux n'apportent rien de véritablement bon pour les plus jeunes à l'heure actuelle et chacun doit prendre sa part. Moi, je souscris à beaucoup de choses que vous venez de dire. Moi, il y a un véritable... en tout cas, moi, il y a une chose, par contre, que j'évite de faire, c'est de citer les chiffres actuels sur les attaques aux personnes selon leurs origines ou leurs croyances. Non pas parce que je pense que c'est surévalué, je pense que c'est sous-évalué. Il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte. Il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte. Dans la communauté juive, c'est vrai que, étant donné qu'il y a des associations qui font un travail d'arrache-pied pour dire, voilà, dès que vous allez, et tout le monde le fait pas, vous allez porter plainte, il y a d'autres communautés où carrément, qui ne le font pas du tout. Qui ne connaissent même pas. Qui ne savent même pas que c'est possible. Donc, en fait, je pense que les chiffres de haine, que ce soit contre les Blancs, contre les Arabes, contre les musulmans, contre les Juifs, sont sous-évalués. Et je pense qu'il y a une extension. Vraiment, on parle de montée d'antisémitisme. Moi, je pense qu'il y a une extension de l'antisémitisme. Parce qu'on retrouve, et je le disais tout à l'heure, des mots qu'on disait aux Juifs à une certaine époque, qu'on retrouve maintenant à d'autres communautés. Il y a des étoiles de David à Berlin sur des maisons. Comment ? Il y a eu des étoiles de David. Oui, une synagogue qui a été attaquée. Bien sûr, évidemment. Il y a une extension. C'est même plus une montée, c'est une extension. Et c'est très inquiétant. Moi, je crois du coup que le seul organisme qui est vraiment capable d'améliorer les choses, et ce sera sur le moyen, le long terme, c'est l'école. C'est l'école, c'est pas l'armée, c'est pas la police, c'est pas ça. C'est la justice, c'est que des moyens de réponse. Mais l'école ne peut pas tout non plus. Je parle sur le long terme. Moi, je parle sur le long terme. C'est la seule qui peut sur le long terme travailler. C'est pas la police ou la justice qui va régler sur le long terme le problème. Merci à vous. On se retrouve demain et tout de suite c'est André Berkoff qui sera avec vous.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.